Bien le bonjour, chers auditeurs, c'est parti pour le deuxième round en ce qui concerne les runes. Tu t'en doutes bien, je suis avec Jonas. Salut Jonas. Salut. T'es toujours chaud comme la braise? Bien sûr. Il est toujours chaud comme la braise. Donc, comme promis au dernier épisode, si tu l'as pas écouté, presse pause, télécharge-le, écoute-le, parce que ce qui va arriver maintenant, c'est la suite. C'est vos questions avec nos réponses, et puis il y a peut-être du monde qui va pleurer parce que oh, moi je croyais que c'était ça. Ben non, non, non. On est toujours dans le côté sourcé historiquement. Là, on va pas vous faire caquer avec un QQP, je sais pas quoi. Mais là, c'est question-réponse et on va chaque fois faire un petit état des lieux à la fin de la question. Est-ce que c'est sourcé historiquement ou est-ce que c'est des croyances? Des croyances, c'est ce qu'on s'imagine. Voilà. Vous voyez, t'es bloqué les deux, on ne sait même pas comment qualifier ce que des fois les gens s'imaginent, quoi. Jonas, c'est lancé? Oui. Alors, question numéro 1. Que signifie rune? Alors, rune, alors déjà, la racine R-U-N, comme ça, c'est vraiment une racine, un préfixe, en fait, qu'on retrouve dans pas mal de mots, dans tout ce qui est proto-germanique. Donc, on parlait dans le dernier podcast là, de cet empire germano-scandinave là. Et puis, avec une multitude de langues, c'est pas un empire avec une seule langue, hein, c'est un empire avec une multitude de tribus, de cultures avec plusieurs langues, mais c'est vraiment un préfixe qui revient régulièrement. Le mot rune, runar, en vieux norrois, donc langue proto-germanique justement, ça pourrait être traduit comme secret murmure. Voilà à peu près. Et comme j'ai la chance de parler la langue de Goethe, runen, ça vient aussi de raunen. Et si je parle comme ça, Jonas, tu m'entends? Ça, c'est raunen en allemand. C'est chuchoter, mais pas dans le sens parler doucement, c'est que tu veux vraiment insuffler quelque chose, quoi. Excellent. Donc voilà, ça donne encore un autre aspect au mot secret. Oui. C'est clair qu'on gueule pas les secrets sur les toits, mais c'est quand même le truc avec insistance de faire passer un message. Oui, il y a quand même une volonté de bien appuyer et de faire passer quelque chose. Ok, donc là, on est bon avec cette réponse-là, je pense. Hein.
Et on part sur la deuxième question avant de passer au jugement. D'où vient le nom rune? Donc là, de nouveau, c'est très large. C'est ce que tu viens de dire. Donc je réponds à la Oui, deuxième question avec un petit rappel. Il n'y a pas une origine, quoi. C'est qu'on c'est ça. retrouve ce rune autant bien chez les Danois, chez les Anglais, chez les Norvégiens, les Suédois, les Norvégiens, je vais pas tous les faire, les Allemands. Oui, Donc, suivant si c'est du vieux norrois ou du haut allemand ou je ne sais pas quoi comme dialecte de cette période-là, eh ben, il y a un sens plus ou moins fort, tout à fait. secret. Ouais, puis qui revient régulièrement, qui correspond aux différentes régions. Voilà. Maintenant, il y aura le ting jugement. Donc là, on est sourcé historiquement. Oui, C'est pas genre un truc qu'on a retrouvé sur Pinterest. Ça existe vraiment, enfin ça a existé, et puis ça a une signification. Autre question qu'on a reçue, c'est quelle est la plus ancienne trouvaille de runes à ce jour? alors, bah, on en a parlé dans le dernier podcast, c'est ce peigne, le peigne de Vimose, là, qui a été découvert en 1050-1060 après Jésus-Christ. C'est la plus ancienne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu avant, il y a très certainement de toute façon eu avant, puisque un système d'écriture comme ça, un système de symboles, ça se développe sur plusieurs années, voire même sur plusieurs dizaines d'années, voire même siècles. Donc, mais la plus ancienne qu'on connaisse à ce jour, c'est justement ce peigne de Vimos en 160. Ouais. Et puis ben, pour l'inscription, ben, à l'autre podcast, on n'a pas insisté dessus, Mhm, il y a écrit dessus Harja. Et puis ben, en allemand, Haar, c'est les cheveux. mhm. Donc ça coule des cheveux. Harja, ouais, tu te peignes les cheveux. Voilà. Tu l'entends, hein, tu comprends tout de suite. Mais après, linguistiquement parlant, on est encore sur un truc un peu armé, guerrier. Alors en allemand, das Heer, Heer, c'est pas Heer le monsieur, mais c'est Heer, c'est le bataillon. C'est vraiment, quand tu disais historiquement, das Heer kam vom Berg, donc c'est l'armée descendait de la montagne. Heer, c'est vraiment c'est l'immensitude de tous les soldats, un peu du style. euh, ah, notre ami Tolkien avec ça, les anneaux. Ok, Quand ils sont en haut et puis voient les orques qui arrivent, c'est assez. bah, ça Ils ira. sont là. Donc voilà, de nouveau, on a un mot. Oui, Du temps, il se peignait les cheveux, il savait de quoi il parlait. voilà. Mais on ne sait pas si c'était la gente dame qui se les cheveux ou si c'était le soldat qui s'est dit tiens, demain, on va se foutre sur la gueule, il faut que j'ai la coupe qui va avec. Quoi. Excellent. Voilà. Ouais, Donc, en résumé, peine de Vimose, 160 après Jésus-Christ, est découvert en 1000. Qu'est-ce qu'on a en dit 160. En 100, nom de Dieu, pardon. Voilà, ça c'est fait. Donc là aussi, ping, ceci est sourcé historiquement. Tout à fait. Et puis si vous allez voir la petite show note, vous allez pouvoir voir ce peigne au musée national du Danemark à Copenhague. Hmm. Question numéro 4. D'où vient la signification des runes? Donc là, on n'est pas sur le nom, on parle de la signification des runes en elles-mêmes. Tu veux dire le mot qui accompagne la rune? Ben, entre autres aussi, ce que je t'avais, entre guillemets... Alors, on va déjà parler de ce fameux futark. Puis pourquoi on appelle ça futark? Donc, les premiers. Donc, comme j'avais déjà dit précédemment, futark, ça correspond aux premières runes de cet ensemble de lettres qui composent l'entièreté du système qui correspond aux sons qui permettent ensuite de transmettre ces sons de manière littéraire, donc de un système d'écriture. Si ça s'appelle futark, c'est juste parce que c'est les premières lettres, exactement comme notre alphabet, alpha, bêta, c'est les deux premières lettres de notre alphabet. Ces premières lettres représentent l'ensemble du système d'écriture. Donc là, c'est Feu, Uruz, Turizaz, Ansuz, Raidu, Kenaz. Exact. C'est toujours le truc quand tu dois le dire, t'es là, merde. Au cas où il y a une chanson de Heilung, si vous les répétez, après vous la savez par cœur. Et puis, bon, ils peuvent plus jouer en live, mais au concert, tout le monde récitait ça à côté. J'ai regardé avec des gros yeux, waouh, ils ont bien répété, quoi. Bon, donc là, on a l'explication du nom, futark. Donc, on sait que les runes font partie de ce futark. Et puis que ben, c'est un outil de mémorisation pour pouvoir transmettre oralement
Voilà. Ben, je sais pas, Feu, ça vient de l'allemand Vieh, qui est le bétail. Ben, si tu vois un genre de F, c'est ramène tes vaches, quoi. Faudrait pas qu'on fasse du valaisan en rune. T'as où les Excellent. vaches? T'as un Feu qui traîne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire t'as où les vaches, quoi. Pas mal, hein? C'est bien. Ouais, ouais, bref. Faudra qu'on regarde si on trouve des inscriptions runiques quelque part, et puis après, ouais, t'as où les vaches, quoi. Ouf, calme-toi, Roland. Est-ce que les runes sont un alphabet? Oui, bah, oui, comme on l'a dit avant, très clairement, c'est un alphabet. Ça a été défini comme tel. On a des représentations de cet alphabet assez tardives, enfin, assez anciennes. Donc une des plus connues, c'est la Bractéacte de je sais plus quoi, où il y a justement On cet y ensemble viendra de après, ça. ouais, on va y revenir, où il y a justement cette suite de symboles. Ouais. Donc, c'est un alphabet runique. Voilà. Ensuite, question 6. Quelles sont les origines des poèmes runiques? Oui. Alors pour préciser, donc les poèmes runiques, c'est un ensemble de poèmes skaldiques. Une petite parenthèse comme ça, une des principales caractéristiques de la poésie skaldique, c'est d'utiliser des métaphores, donc de donner un nom pour dire autre chose. Une des métaphores très connues, c'est les dents du géant pour désigner des montagnes. Et puis, justement, il y a eu des poèmes skaldiques qui ont été faits par rapport à ces runes pour leur donner une symbolique. Donc, on va dire, ils ont tout fait pour foutre de la merde. Mhm. Parce que, histoire C'est hyper d'interprétation, important pour moi, allez, ça. vas-y, C'est ça. mets-en comme tu veux, quoi. Hyper important. Donc, il y a 3 poèmes, enfin, 3 recueils de poèmes qui existent, donc des glossaires. Il y a le poème anglo-saxon, qui a 29 runes. Il y a le poème norvégien qui en a 16, Futhark récent. Mhm. Et puis l'islandais, il en a aussi 16, mais avec des métaphores skaldiques, comme tu dis, des kenning, Ouais, c'est ça que ça Kenningar, vient. ouais. Ouais, Exactement, kenningar. les Kenning, ouais. Et puis, ben, imaginez-vous l'Islande par rapport à la Norvège. Ben, c'est la même chose, un peu plus plat avec pas d'arbres. Donc, question métaphore, je pense qu'avec T'as pas trop le choix, en fait. avec les geysers, avec la brume, ouais, Ouais. je pense que, ouais, comment dire, avec le peu qu'ils ont, je pense qu'ils doivent avoir d'imagination, quoi. Ce qui est important à définir aussi par rapport à ces poèmes skaldiques, c'est que, alors oui, c'est une source historique, très clairement, mais c'est une source historique tardive. Donc elle vient, si je dis pas de bêtises, ça vient à la fin justement de l'époque viking. Mhm. On a encore, je crois que les plus anciens, mais ça faudrait sourcer ça. Mais les plus anciens, c'est juste pendant encore l'époque viking, et puis après, il y en a plusieurs après l'époque viking. Mm. Ouais, puis bon, comme l'Islande est restée très longtemps, enfin plus longtemps accrochée là-dessus, puis je pense que l'Église avait plus de temps, Oui, ils n'arrivaient pas à réprimander le temps que la chose se passe, que l'information arrive à Rome, puis que remonte. complètement. Il y a déjà quelques hivers qui ont passé. Mhm. Ok, restons sérieux, alors. Oui, oui, je sais. Alors, question numéro 7. C'est quoi les Z? Et d'où vient le nom? Fais droit à la 8 avec, comme ça je suis quitte de dire stop, va pas trop loin. Donc, qu'est-ce que c'est ces Z et puis d'où vient le nom? Alors, les Z, c'est une séparation justement de cet ensemble de symboles qui composent le futark. Donc de nouveau, là, je fais référence à cette fameuse bractéaque que j'ai citée avant. Là, on trouve vraiment ce futark séparé en 3 zaètes de 8 runes chacun, ce qui fait les 24 runes du futark complet ancien. Bon, là, moi, je suis en train de faire un peu le script. Donc, on parle à Bracthéâtre de Vadstena, Merci. en Suède. Et comme par hasard, elle se trouve au musée historique de Stockholm. Mm. Donc, c'est une médaille en or listant le futark, pas le futon, le futark complet, 500 ans après Jésus-Christ environ. Voilà. Ça, c'est fait. Et puis, l'autre. Faut quand même qu'on parle de l'autre, hein. C'est la pierre de Kilver. Kilver. Alors, ça aussi, est-ce que c'est un petit truc ou un gros truc? Je suis en train de regarder où c'est que je l'ai sur mes feuilles.
Je pense que dans les show notes, ça serait un peu plus mieux rangé que les feuilles que j'ai ici. Bah, parlons un peu de cette paire de... Enfin, ce que tu sais de cette pierre, Jonas. Alors moi, celle-là, elle me dit rien. Par contre, je sais que, il y a plusieurs bractéactes. On va répondre directement à une question qui va se précéder après, tu m'excuseras, hein. Mais, Ah. ouais, je suis désolé. Mais, donc la plus ancienne, la première, c'est justement cette bractéaque de Vadstena. Alors, attends, on va pas plutôt... Attends, maintenant, on dit que c'est Z, Oui, c'est pour faire des familles. oui, Et puis, le nom, il vient de... Enfin, moi, j'ai une référence personnelle ouais, vas-y. parce que et, c'est assez proche de hart en allemand. Et puis, hart, ça veut dire 8. D'accord. Donc, c'est des divisions de 8. Vu qu'on a 24 runes, ça fait 8, 16, 24. Mmh. Il y a autre chose avec ces Z, parce que on va rebondir ensuite sur ces bractéas, mais on va en parler après, donc on va juste peut-être finir là-dessus. Ouais, D'où vient le nom de ces Z? Et c'est là que c'est assez drôle, parce que vous allez acheter des livres de runes, on va parler de ces Z, et puis forcément, elles sont toujours attribuées à un dieu. ouais, Alors, premier série de 8, Frey, deuxième série de 8, Heimdall, troisième série de 8, Tyr. oui, qui correspond en fait à la première rune de ces fameuses lettres. C'est une appropriation très tardive. Alors du C'est coup, du, on c'est du a New Age. Féou, Agalaz et Tivaz. Voilà, On colle des noms de dieux dessus. c'est exactement ça. Et après, on va dire, ouais, mais c'est pas Frey, c'est Freya. Oui, ok, si tu veux que ce soit Freya, appelle Oui, ça Freya. ouais, voilà. Enfin, voilà. Non, non, ça c'est vraiment c'est de l'ajout actuel, contemporain, Et maintenant, on va faire le récent. ting. Donc, nous avons un statut historique avec les divisions par groupe de 8 et un statut reconstruit et néo-païen. C'est néo-païen, c'est Oui, de la reconstruction. complètement. Les noms, de rajouter les dieux à ça, là, ça, c'est pas sourcé, ça. Ouais. Voilà. Donc là, si vous êtes une fois au bar, vous prenez votre hydromel, vous fixez loin, puis vous dites, ça c'est néo-païen. Je te dis, Ça- ne me viens pas avec ces noms de Dieu. Puis vous restez mais stoïque, vous ne bougez pas. Vous allez emmerder tout le monde. Parce que, non, mais c'est Heimdall. Non, non, c'est néo-païen. Écoute l'esprit de Dagaz. Ils ont dit. Voilà, Voilà. c'est Comme ça sourcé. nous fera un peu de la pub. Ça, c'est sourcé. Voilà, bien placé, Jonas. Nickel. Ok. Euh, Pendant qu'on était en train de discuter, j'étais en train de voir où c'est qu'on vient avec ces bractéas plus tard. Euh, Bah écoute, parlons-en maintenant. Ah, c'est juste, c'est l'histoire. Par rapport à est-ce que ça se termine avec Otala ou Voilà. pas. Alors ça, c'était... normalement, j'ai dit que j'allais pas dire de qui venaient les questions, mais ça, c'est la question de notre ami Ludo. D'accord, excellent. Ouais. Ludo avait écrit sur Instagram, c'est quoi la dernière une? C'est Dagaz ou c'est Otala? Ouais. Alors, la plus vieille trace, justement, c'est cette fameuse bractère dont on a parlé. Celle-là finit par Otala. Mais il y a plusieurs représentations du futur complet qui finissent par Otala. Il y a des exceptions où ça finit effectivement par Dagaz. Donc les deux sont justes, à quelque part. C'est intéressant aussi de comprendre ça. Alors, ne serait-ce que par l'histoire dont on a déjà discuté un petit peu, mais en fait, les runes, c'est vraiment pas quelque chose de figé. C'est vraiment quelque chose qui a énormément évolué au fil du temps, au fil des rencontres, au fil des échanges avec les différentes civilisations. Ça bouge, c'est très vivant les runes en Mhm. fait au final. Donc Dagaz, Tala, les deux sont vrais en fait, les deux sont justes. Mais la plus ancienne, c'est Otala. Voilà. Donc là maintenant, ding, c'est sourcé historiquement. Et si un jour on vous a dit, ouais, ton truc il est faux parce que c'est pas Daga, c'est Otala, et si vous avez pleuré ce jour-là, ben, retrouvez la personne, puis dites-lui, c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Parce que je rigole avec ça, parce que j'ai fait un cours, un cours runique, là, tout au début de mon cheminement païen. Mhm. Et justement, bah, la dame qui nous a fait le cours, que j'adore, elle a une connaissance runique, mais plutôt néo-païenne, très profonde. Ce qu'elle fait, c'est fantastique. Mais pour elle, c'est Otala. Ouais. Et ben voilà, moi j'ai pris ce Otala parce que, en tant que néo-païen, je me dis ça a du sens, Otala, famille, nanana. Mhm. Mais
Bon, maintenant, ce que je raconte maintenant, c'est le néo-païen 100%. C'est ma version. C'est It's a version of Rhynie. Pour moi, c'est Dagaz. Pourquoi? Parce qu'on prend le Ragnarök pour la fin et on recommence. Bon, est-ce qu'on prend les mêmes puis on recommence? On ne sait pas. De toute façon, on ne saura pas parce que notre cycle à nous, si on parle d'une réincarnation, pour moi, on va recommencer. Mais est-ce qu'on joue avec les mêmes? On ne sait pas. Donc, de nouveau, j'ai laissé beaucoup de choses ouvertes, mais je veux dire par là que pour moi, avec du recul, même si dans ma tête c'est Otala, dans mon ressenti c'est Dagaz. Voilà. Mais alors, est-ce que je suis faux? C'est bien, j'ai un 50-50. T'as un 55. Et de nouveau, alors là, historiquement, non, t'es pas faux. Ça peut être les deux. Voilà. Otala est plus ancien, le système avec Otala à la fin est plus ancien que les représentations avec Dagaz à la fin. Mais Dagaz, historiquement, il existe aussi, avec cette rune-là à la fin. Donc, pourquoi pas? Donc là aussi, vous êtes au bar, prenez de remède, puis ferme-la, c'est les deux, C'est c'est les comme deux, ça. ouais, Arrête ton truc. Tiens encore un coup. Bois. Non, je mime ça parce que je suis sûr et certain, certains marchés médiévaux, mais il y aura des prises de tête là-dessus. Oh, mais non, moi j'ai vu Oui. dans tel et tel film, ouais, c'est super. Ok, donc on a répondu à la question 10. On va faire un petit saut en arrière. Cette question-là, elle m'a pas été posée, mais je l'ai retranscrit comme question parce qu'on m'a presque fait remarquer qu'elle n'était pas juste. Donc la question suivante, y a-t-il différentes manières de dessiner une même rune? Oui, clairement. Clairement. Alors, déjà, rien que bah, si tu prends ne serait-ce que l'ancien Futark ou bien le Futark récent, le Futork, et, en fait, il y a bientôt 15 manières de dessiner une même Bon, rune si on prend ce contexte si on reste historique-là, sur tu vois. l'ancien Futark. Voilà, si on reste sur l'ancien Futark, oui, oui, effectivement, il y a certaines runes qui varient un petit peu. Bah, là, tu m'as mis Sovilo et Ingvaz, c'est les deux plus, celles qui varient le plus. Si on reste dans l'ancien Futark, bien sûr, oui, tout à fait. Yera aussi qui peut changer un petit peu par rapport aux représentations qu'on a. Ok, alors juste pour vous expliquer, parce que Sovilo, c'est comme celle qui, à mon avis, elle est le plus. C'est l'éclair de Harry Potter, C'est l'éclair d'Harry Potter. ou bien les deux S de la Schutzstaffen. Voilà. Alors, si c'est le Pas des double noms. S, c'est pas la rune, hein. Mhm. Mais après, est-ce qu'on écrit le S avec au milieu le trait plat ou est-ce qu'on Ouais, le fait à 45 degrés pour pas dire ouais, c'est la même rune que les nazis? Non, voilà, non, non, non. exactement. Calme-toi, ça représente le soleil. Voilà, donc Sovilo, vous pouvez la trouver de deux, trois manières différentes. Oui. Et après, il y a la rune Ingvaz ou Inguz, là aussi, hein, Oui. suivant dans quel dialecte vous parlez, il y a différentes prononciations pour les runes. Là, on retrouve un peu un carré debout sur sa pointe, qui C'est est ça. un losange. Et ensuite, si vous devez vous imaginez la deuxième, Gebo, c'est une croix. Mhm. Mais si vous posez une rune Gebo sur l'autre, vous avez Voilà, Ingvaz. ça fait un peu ce modèle de sablier. Voilà. Alors, de nouveau, je me réfère à cette fameuse bractea qui est la plus ancienne trace avec le futar complet. Le Sovilo, donc le S, il est avec la barre droite. Et puis Ingvaz, elle n'est pas en forme de sablier, elle est juste ce carré sur la pointe, là, comme tu dis. Voilà. Après, c'est clair que quand on dessine la rune Ingvaz, puis on fait le carré, il est toujours un peu petit. Ouais. Ou Et alors si beaucoup on le trop fait grand. plus grand, il est trop large. C'est ça. Compliqué. Peu importe, on est toujours emmerdé avec ces tatouages, hein. Et je parle à un tatoueur, donc forcément, il sait de quoi je parle. Donc, il y a toujours. C'est vrai que c'est. Voilà. Ça, c'était. Oui, oui, On va oui, pas tout ça dévoiler non m'appartient, plus, hein. ça. Il faut venir se faire tatouer chez Holman Tattoo pour savoir le fin mot d'histoire. Mais c'est une belle rune à tatouer. C'est un beau symbole. Donc là aussi, si on doit mettre un petit gang dessus, c'est sourcé historiquement, parce qu'il n'y a pas de juste et de faux. Aussi avec ces runes-là, il y a différentes manières de les écrire. Voilà. De nouveau, j'insiste sur le principe que c'est vraiment quelque chose de très vivant. Et puis qui est sujet à interprétation selon la période de temps, selon la période géographique, la situation géographique. Ça, c'est quelque chose qui a énormément bougé. Bon, est-ce qu'on veut ouvrir un coup la petite parenthèse? Dis. Parce que bah, justement, avec Jonas, on a l'habitude de beaucoup parler, pas uniquement avec le micro en main. Non, c'est cette histoire de que ce soit vivant. Mhm. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup choqué dans la scène néo-païenne, donc appelons un chat. C'est que j'ai l'impression que les gens dans la scène néo-païenne, ils ont personnel, hein, Mhm.
beaucoup de gens ont le besoin de de tenir quelque chose Oui, qui est sourcé historiquement et c'est comme ça et c'est oui, pas autrement oui, et je trouve cette rigidité, complètement. heu, presque déplacée et je vais m'expliquer pourquoi. Parce que bon, te on est sur la même longueur d'onde avec Jonas, hein. C'est que pour moi, le peuple nordique était un peuple de voyageurs. Complètement. Et ils adoraient ramener des trucs de nouveaux, rien que pour se la péter. J'étais dans la steppe là-bas, regardez ce que j'ai ramené. J'ai mis, je sais pas, euh, Donc, 15 cycles de lune pour rentrer et tu ramènes ta pièce et tout le monde, mais c'est quoi ça? ouais. Ah, je l'ai volé, nanana, enfin, je l'ai pris ou ben, je l'ai gagné au jeu. Donc il y a une histoire derrière, mais ils étaient fiers de ça. Mhm. Et finalement, 3 semaines après, tout le monde avait la même perle, par exemple, parce que c'était une nouvelle mode. Donc, Complètement. Ouais, complètement. Ça, c'est une dimension qui est hyper importante pour moi à intégrer si on veut comprendre et puis en apprendre un petit peu plus, puis aller un petit peu plus loin, que ce soit dans les runes, dans l'histoire scandinave, dans la période viking, peu importe. C'est que c'était vraiment un peuple qui allait découvrir d'autres peuples, qui échangeait avec, qui ramenait ça, qui intégrait les habitudes, les objets des autres peuples à leurs propres conditions. Il y avait vraiment un échange, une ouverture qu'on nomme pas assez, je trouve. Si je reviens par rapport à cet aspect néo-païen que tu disais avant, je, là je rejoins, je recite encore une fois Pullington, qui est extrêmement critique. Donc de nouveau, un Pullington, pour le resituer, c'est le grand expert en runologie archéologique, sourcée, datée, tout ce que tu veux. Il est extrêmement critique avec ce système un peu néo-païen parce que justement, ça fige un peu, ça donne l'impression d'avoir un savoir secret, intemporel, figé, qui bouge pas, et puis c'est celui qui sait le mieux que l'autre. Et puis ça, je trouve qu'en fait, ça diminue fortement la valeur des runes, qui nous apprend plus en fait au final sur qui étaient ces gens-là que mhm. sur ce que c'est réellement, ce que ça signifie une rune, quoi, en fait, au final. Voilà. Donc laissons-les, elles étaient vivantes, gardons-les Donc, vivantes. si on continue à tourner la petite manivelle qui fait tourner notre canon, Mhm. et on presse, c'est une missive qui part un peu dans la direction de tout le mouvement néo-païen qui est très rigide Oui. et qui veut, Qui comment se dire, revendique très ouvert, mais qui en fait au final est très rigide. j'ai jamais entendu une revendication d'ouverture. Non, je veux dire, c'est aussi un petit peu pour cette saison 2 parce que 2026, j'ai beaucoup réfléchi au mois de décembre, hein. Je me suis dit, ben voilà, on arrive à 40 et quelques épisodes, on a fait un tour complet de la roue d'année. D'ailleurs, il y a une nouvelle chanson à la fin du podcast, écoutez le texte. Euh, c'est cette liberté qu'on a au niveau de la spiritualité de, voilà, on a une partie qui est sourcée, euh, je l'apprends, je l'intègre à ma pratique, parce que voilà, moi je parle aussi en tant que néo-païen. Je fais pas uniquement ce podcast parce que j'aime bien l'histoire, Mhm. mais la question à se poser, c'est pas est-ce que je fais juste, est-ce que ce que je fais vaut, c'est qu'est-ce que ça fait avec moi. Ouais, c'est ça. Donc cette liberté-là, d'ailleurs je le dis à la fin de la chanson, c'est la chose la plus chère qu'on a, enfin à mon avis, au niveau de la spiritualité ben, libre, c'est qu'on est libre. Mhm. Et ça nous concerne nous. Pourquoi il faut qu'il y ait 15 moutons qui vont avec nous dans le même... On peut marcher un bout ensemble, mais si tout à coup on a envie de voir ce qui se passe derrière Starbla, ben, ça ne veut pas dire qu'on ne retrouve pas les 5 moutons plus loin. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il ne vient plus avec nous parce qu'il a fait faux. Donc c'est ça un petit peu le côté rigide. Et puis ben, les runes, elles sont vivantes. Moi, alors de nouveau, c'est un peu comme, je me semble que j'ai dit ça déjà dans le dernier, mais le redis parce que pour moi c'est hyper important. J'ai absolument, je trouve le néopaganisme charmant. J'ai pas trop de soucis avec ça. J'ai du souci du moment que c'est établi en vérité. Mm. Si tu as des connaissances historiques, sourcées, documentées, et puis que tu te permets d'avoir des croyances ensuite en disant ben oui, moi la magie des runes, j'y crois, c'est mon cas en plus, hein. Je prends des risques, mais parce que j'aime ça, point barre, puis que ça vibre correctement chez moi, c'est tout. Mais de d'abord avoir une base historique, sourcée, documentée, je pense que c'est essentiel pour pouvoir aller un petit peu plus Mm. loin de manière beaucoup plus correcte. Et puis de pas partir à volo avec en inventant des runes style là, c'est quoi Est-ce que je peux rappeler le correct par sens?
que ça a plus de sens, Oui, c'est vu qu'il y ça. a une source. Parce que le Puis ça donne correcteur, une direction qui est un peu plus, ben, voilà, toute direction peut être bonne à prendre à quelque bien sûr. part. Mais si tu pars d'un point qui est établi, qui est connu et puis qui est accepté, bah, tu as beaucoup plus de chances d'aller dans une direction, heu, qui aura un petit peu plus de sens que de partir de zéro et puis de Ouais, parce que tomber tu sur quelque chose profites de au bol, quoi. C'est l'expérience ça, de ceux qui ont cherché avant et puis exactement. tu poursuis le truc. Mais par exemple, moi, le truc qui m'énerve souvent, c'est que ben, en tant que néo-païen, tu as presque besoin de justifier ta pratique Mmh mh. parce qu'elle n'est pas écrite, Mmh. mais qu'elle t'appartient. Ouais. Alors après, les théories, ouais, mais les runes, c'est un système Mais ferme ta gueule, je m'en fous du kabbalisme. Pour le moment, j'ai assez à faire avec ces runes. Je veux pas encore me foutre une couche Ouais. dessus d'études Kabbale et compagnie, tu vois. C'est ouais, on en parlera de ce système, kabbaliste là. Ça, c'est vraiment ça, c'est Kabbaliste, pardon. Ouf. 1500, ça c'est 1500, hein, ça c'est les premiers justement, ce que je disais dans le dernier podcast là. C'est justement ces obscurantistes, pardon, qui ont étudié ça, puis qui ont rallié, qui ont fait des en fait, ils essayaient juste de comprendre, hein, on va pas leur jeter la pierre, de loin pas. Surtout ils ont fait un boulot phénoménal au niveau de tout ce qui est, source. Mhm. Donc ça, c'est merci à eux, mais c'est vrai que c'est de nouveau, ils ont fait des recherches par rapport à ça dans un certain contexte historique où justement l'obscurantisme et tout ce qui était un petit peu ésotérique comme ça, c'était la grosse mode. Donc tout devait être lié à ça, puis, bah, quand on veut chercher des liens, on en trouve. Si tu vois un oiseau blanc sur un lac, c'est un signe. T Oh, Quand tu as ah l'envie d'en ouais, trouver, tu en pas trouves, mal, voilà. oui. Bon, elle est vieille, mais toujours bonne. De nouveau, il faut juste être conscient et puis j'ai pas de souci avec ça, hein, parce que de nouveau, on va en parler de ces gaillards-là, Maximus et compagnie là. Hem, il faut juste être conscient de ce qu'on fait. Si je dis que, telle et telle rune, ça veut dire ça, j'ai tiré ma source d'un type qui a défini ça en 1500. Ça n'a absolument Il y a trop de distance avec, 850, Jean Ragnar. Ok. Pardon. Si on veut maintenant clore la Oui, question 11, est-ce qu'on a écrit avec l'ancien futarque? ouais. On peut dire que le futarque a été utilisé euh, de façon publique sur des monuments, Mmh mh. de façon privée pour marquer les objets privés, Mmh. et pour finir, on n'a pas de manuscrit en ancien futarque. Donc le fameux lexique qu'on a eu avant Ouais. était écrit en nouveau futarque parce que Si je dis pas de conneries, à checker, il y a une seule pierre gravée qui est écrite en ancien futarque. ouais, là on parle d'un manuscrit, Ouais, donc non, alors un ça, il y a truc, un non, non, papier, quelque ancien chose, c'était futarque, pas tout du tout. écrit en Non. voilà. De nouveau, c'est pour ça que, alors il y a pas mal d'archéologues qui disent, l'ancien futarque n'est pas un système d'écriture parce que, ben, toutes les écritures qu'on a en ancien futarque, elles dépassent pas la phrase. Voilà. Voilà. Sauf la grosse exception, c'est une pierre runique gravée, entière qui est en ancien futarque. C'est maintenant qu'on va arriver dans les turbulences au niveau des informations. Maintenant, il faut bien vous tenir parce que les questions qui vont suivre, bon, maintenant, c'est la zone de turbulence, elle va se calmer après avec des questions un peu plus, hein. La question que je pose, c'est est-ce qu'on a utilisé les runes pour la pratique spirituelle? Ça dépend tout ce qu'on entend de spirituel. S Considérer les runes comme des symboles qui sont par essence magiques, qui ont été apportés par un dieu qui s'est pendu à un arbre et compagnie, ça tient pas trop la route. En tout cas, d'un point de vue historique, hein, ça c'est sûr. Maintenant, c'est clair que par rapport aux traces qu'on a découvertes, il y a des inscriptions runiques où on peut pas il y a pas de signification littéraire. Mhm. Voilà. Et puis, quand je dis que ça dépend tout ce qu'on entend par ce côté magique spirituel, heu, l il y a une théorie, de nouveau, archéologique, heu, qui pourrait mettre un petit compromis par rapport à ça. Si tu écris un mot,
le mot, il peut avoir une symbolique spirituelle, Mhm. magique, etc. Mais pas la rune, pas forcément la rune en elle-même. Mhm. Mais le mot que tu mets dessus comme une prière que tu graverais à quelque part, quoi, en fait, au Mhm. final. De la même manière qu'on trouve dans toutes les religions, spiritualités, etc. Donc oui, dans ce sens-là, les runes, elles ont très probablement été utilisées d'un point de vue rituel. Qui dit rituel dit forcément spiritualité, magie, etc., etc. Puisque c'est, puis alors là, ça aussi, ça fait consensus. Il y a pas de discussion par rapport à ça. Ce sont des peuples qui croyaient en la magie. Mhm. Donc, mais il faut plus voir la rune comme un médium, dans le sens utilitaire, que comme une entité magique elle-même. Ben, si on prend l'exemple du glaive où il y a les 5 runes Tivas qui ont été Voilà. gravées dessus, Ouais, tout à fait. alors soit une rune Tivas c'est 50 Romains et puis il en a tué 150 ou bien 25, tu vois, c'est... Oui, oui. Mais là, en sachant que Tiva c'est protection, nanana, bah Mhm. voilà, peut-être qu'il voulait que son arme soit, entre guillemets, une extension Complètement. amplifiée de son geste. Complètement, ouais. Mais Donc là, magie spirituelle, la limite, oui, elle est fluide, effectivement, quoi. effectivement, complètement. On a quand même pas mal d'exemples comme ça où de nouveau ça veut rien dire, soit ben justement il y a ces fameuses, que ce soit sur des épées ou bien sur des armes de lance aussi, on en retrouve régulièrement avec une, 2, 3 runes, heu, qui ont pas de sens littéraire justement. Mm. Voilà, ça c'est clair ça. Donc là, on avait Mais les deux mots, là, Alou, et puis l'autre, c'était Laukaz. la case, ouais. Donc ça, c'était aussi, on dit que c'est des formules magiques, quoi. Oui, à quelque part, mais de nouveau, tu vois, je pense qu'il faut rester très prudent avec ça. Est-ce que c'est une formule magique parce que elle est écrite en runes et puis que c'est les runes qui sont magiques, ou est-ce que c'est la formule qui est magique, ou est-ce que c'est l'intention qui a derrière? Tu vois ce que je veux dire? Ah, l'ouverture est immense. Ah ouais, voilà, exactement. Puis on reste dans l'interprétation. Si on veut rester vraiment stricto historico, tout ce que tu veux, carré carré, on peut pas dire que, bah, Alou, on peut pas dire que c'est magique, quoi. Voilà. Mais c'est clair que Donc là, on est dans le profane et puis dans le ouais, sacré. c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est l'être humain qui décide ce qui est sacré ou pas, puis ce qui est magique ou pas, en fait, au final. Oui. Ben, j'ai poursuivi mon raisonnement parce que la question là, elle est partie d'un truc très. Enfin, j'avais mon idée quand je me suis posé la question. Je me suis posé la question, si on dit que maintenant c'est pas spirituel, dans le livre de Tacitus Mmh. Germania, il mentionne à une place que les Germains balançaient des bouts de bois sur un linge blanc, puis il y avait des inscriptions dessus. Et dans ma tête, ça continue. Je me dis, Mmh. si les Romains, ils ont vu ça, je pense pas que... Bon, après, il y a beaucoup d'historiens, enfin, j'ai lu des remarques que Tacitus avait sûrement écrit des choses qu'on lui a Qu'on lui a rapportées et qu'il n'a rapporté, pas vues. exactement, ouais. Mais après, on peut aussi interpréter ça, je sais pas, ils étaient en garnison du côté d'Avanches, hein, Ouais. juste pour dire, hein. Mmh. Et puis, ben, se sont retrouvés au bord d'une rivière, ouais, ben, pourquoi pas un des deux lacs, hein, suivant de quel côté on partait. Théorie de Ludo, est-ce que les deux lacs étaient encore reliés parce qu'ils voulaient faire, hein? J'écoute. Eh ben voilà, il y avait peut-être dans la garnison un Celte et puis deux Germains, et puis ben Mais voilà, voilà, alors, bah, tu vois, ben, il a peut-être observé la scène. mais complètement. Mais, bah, alors c'est ça que les historiens les plus critiques, en tout cas, disent, Pellington, que je cite régulièrement, et il fait partie de ceux-là. Tacite a relaté, heu, une séance divinatoire, peut-être qu'ils étaient juste en train de jouer aux dés, quoi. On sait pas. Il y a pas un Germain qui a dit: «Ça, c'est de la magie». Tu vois ce que je veux dire? Ah On ouais, n'a pas une trace du peuple en question qui dit: «J'utilise ça de manière magique». hmm. Voilà. Alors, j'entends ce que monsieur Paddington, non, c'est pas Non, l'ours, c'est Pellington. Paddington, enfin, je sais plus le nom du Oui, Paddington. Pellington. Paddington, pardon d'avoir massacré votre nom, mais j'aime bien l'ours Paddington. Euh, c'est c'est toujours cette fameuse, comment dire, j'ai l'impression qu'en histoire, Mmh. tu as les historiens qui avancent une histoire, Mmh. ils sont obligés de rallier beaucoup de monde à la théorie, Mmh. et tout à coup, c'est une théorie qu'on retrouve dans géographie, et puis tout le monde la répète. Mmh. Et puis dès qu'il y en a un qui va avec une théorie un peu plus, qui s'éloigne de la bien-pensance, on va dire, archéologique ou historique, eh ben, elle est tout de suite démontée par un exemple très pratique. Ouais.
Mais je pense qu'à ce niveau-là, on peut partir dans tous les sens. Ouais. Et là, je renvoie de nouveau au podcast du musée de Neuchâtel, où, bah, écoutez-le, parce qu'il explique la théorie qui expliquerait pourquoi ce pont a été enseveli dans la vase avec des personnes dessus. Donc, il était enseveli sans qu'il y ait une action de guerre. Voilà. Écoutez le podcast, franchement, ça vaut la Ça peine. C'est m'intéresse. 5-6 épisodes, ils sont pas super longs. En plus, c'est des gens qui sont interviewés, des gens qui travaillent au musée. Et j'ai vraiment adoré, mais je raconterai pas la primeur ici parce que ça serait, comment dire, massacrer un peu le travail qu'ils ont fait, quoi. Donc voilà, c'est juste pour dire que, sourcils historiquement, on n'a rien Mhm. qui atteste que c'est Mhm. magique. Mhm. Mais par contre, il y a des répétitions de runes Complètement. sur des armes qui peuvent penser que. Complètement. Mais on n'a pas D'autant de plus que, comme je disais, ce qui est important, c'est de garder à l'esprit que c'était un peuple qui croyait fortement à la magie. La magie faisait partie du quotidien, très clairement. Donc, Ah oui, voilà. orage, Thor, Ah oui, foudre, donc, Thor. voilà, il n'y a pas de raison que les runes n'ont pas été utilisées de manière symbolique, rituelle, magico-spirituelle, etc. Ça paraît assez logique que ce soit le cas d'ailleurs. Maintenant, sous quel contexte, comment est-ce que c'est la rune qui a une puissance magique symbolique? Ça, par contre, là, ça commence à devenir un peu fumeux. Par contre, si c'est un ensemble de runes, un ensemble de mots, qui en fait c'est le mot qui représente une certaine puissance, un certain pouvoir, une certaine intention. La magie, c'est de l'intention. Et là, on y est. Et l'intention, elle est personnelle. C'est ça. L'aube se lève sur l'ombre qui s'efface. Le cycle reprend sa course et sa place. Dans la grande roue tournent nos saisons. Petits ou grands, nous suivons l'horizon. L'épreuve est un chemin qu'il faut marcher entier, sans chercher la fuite, sans jamais dévier. Le temps que l'on gagne par des raccourcis se paye au centuple au soir du récit. C'est l'esprit de Dagas, le souffle de l'être, une voix qui résonne, ni dogme ni maître. C'est la lumière qui perce, la fin de la nuit, l'éveil de l'âme qui éclaire la vie. Ma vérité n'est pas celle de mon frère. Rien ne vibre pareil sur cette vieille terre. Cette différence est notre or, notre chance, qu'on partage aux siens comme une belle alliance. Liberté chérie, tu es responsabilité. Cultivons ce jardin pour plus de clarté, en renforçant nos racines fortes et profondes. Nous tiendrons debout sous l'orage qui gronde. C'est l'esprit de Dagas, le souffle de l'être, une voix qui résonne, ni dogme ni maître. C'est la lumière qui perce, la fin de la nuit, l'éveil de l'âme
Je suis libre dans ma tête. Pas besoin de dogme